Bonjour à tous. Donc, je disais qu'on va entamer notre dernier cours. Alors, c'est sur les descripteurs de mouvement. On en avait vu un la dernière fois. On avait fait du tracking en utilisant le Minshift, mais on n'avait pas essayé de décrire le mouvement. Quand vous décrivez le mouvement, ça veut dire soit vous allez estimer la vitesse, soit vous allez estimer une position. Donc, on l'avait juste utilisé pour traquer l'objet. Mais en fait, on trouvait les coordonnées x, y de la bounding box, du rectangle qui enveloppait l'objet. En fait, ces coordonnées-là me permettent donc de trouver le déplacement de l'objet. Donc, en fait, c'est très utilisé, que ce soit pour faire le suivi des gens, des piétons par exemple, des gens qui sortent de la trame du métro, des gens pour suivre des véhicules, pour suivre des avions. Et assez souvent aussi, on l'utilise pour estimer la vitesse courante. La vitesse courante d'un objet. Parce que si c'est déplacé, par exemple, si c'est déplacé sur une certaine distance et que je sais, entre frame et frame, je connais l'instant qui sépare de séquences, je pourrais déterminer la vitesse de l'objet. Donc, je peux déterminer sa vitesse, je peux prédire sa prochaine position. Par exemple, si c'est un avion qui est en train de parcourir, on va dire, une ligne droite, hein, bien que la Terre étant ronde, le couloir n'est pas vraiment droit. Donc, je peux décider, on va se remettre sur Terre. J'ai par exemple une personne qui est en train de bouger, bien sûr sur une petite surface, je ne vois pas la courbure de la Terre, et je vais essayer de deviner où est-ce que cette personne va aller. Mais on ne l'utilise pas que pour ça, on l'utilise par exemple on prend des séquences et on essaie de deviner ce qu'est en train de faire la personne. J'ai trouvé une base de données où c'était des sportifs et on essayait de deviner est-ce que la personne est en train de faire un saut, est-ce qu'elle est en train de lancer un javelot, est-ce qu'elle joue au tennis. Et donc, grâce aux différentes, en essayant de trouver les différentes positions sur les différentes séquences d'images, on peut donc décrire le mouvement de la personne. Donc, rappelez-vous que vous, le mouvement, bien sûr, c'est en 3D. Nous, on a ce qu'on a, c'est une image. Donc, en fait, ce qu'on va deviner, c'est le mouvement relatif. Donc, si je vous mets ici, par exemple, voilà, on va supposer que l'objet était là, il sera ici. Donc, je connais ça, je peux le déterminer. Le temps, le déplacement, je peux le déterminer entre les séquences. Elles ont été acquises, par exemple, frame par seconde. Je sais qu'entre chaque séquence, par exemple, il y a 10 millisecondes. Donc, delta t, je l'ai. Donc, ce qui me reste à déterminer, c'est delta x et delta y. Je veux connaître le déplacement en x, en y. Rappelez-vous, vous n'avez pas la profondeur. Vous allez juste essayer de trouver à partir de séquences d'images le déplacement, voilà, ce déplacement. Donc, moi j'ai des lignes et des colonnes, donc je vais déterminer des x et des y. Alors, il y a plusieurs techniques, mais la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le flow optique. Le flow optique, ça veut dire, c'est de déterminer le mouvement de l'objet, donc encore une fois, c'est un mouvement relatif, puisque je suis en 2D, à travers différentes séquences. Alors, c'est quoi ce flow optique? En fait, c'est de déterminer le vecteur de déplacement. De toute façon, j'ai que deux cas. Moi, si ça se déplace comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement comme ça en X, et il y a eu un déplacement comme ça en Y. On écrit delta X, delta Y. Et le flow, en fait, on le représente par un vecteur. On va essayer de le faire ensemble. Donc, moi, pour deviner le mouvement de l'objet, si je suppose que tout ça est un objet, donc, pour deviner le mouvement de l'objet, il faudrait déjà que je fasse quelques hypothèses. La première des hypothèses, déjà, je suppose que la caméra ne bouge pas. On va voir tout à l'heure, je vais vous donner un petit exemple. En fait, il va détecter un mouvement alors qu'il n'aura pas, parce que va la caméra bouger. Je suppose que la caméra ne bouge pas, ce qui n'est pas toujours le cas. Je suppose que les conditions d'éclairage sont les mêmes. On va le voir aussi. Je vous ai pris une voiture avec des phares. Vous allez voir comme c'est des phares et que la voiture bouge. Donc la partie éclairée aussi bouge. Je vais vous signaler ces deux problèmes justement sur une première vidéo. Et on suppose que l'éclairage est constant. Pourquoi on suppose que l'éclairage est constant? C'est pour se dire que si l'objet a bougé, il a gardé la même intensité. Je suppose que I de XY sur la frame T et I de X plus une fois que l'objet a bougé, la seconde frame delta T, je suppose que c'est égal à 0. Ce n'est pas toujours forcément le cas. C'est-à-dire je suppose que l'objet est éclairé de la même façon que s'il avait le niveau de gris de 100, il garde le niveau de gris de 100, une partie de l'objet. Alors, l'histoire du flow optique, parce que c'est une technique qui est très utilisée, donc c'est juste de déterminer le vecteur de déplacement. Ici, si vous regardez entre ces deux images, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a eu un déplacement dans le sens des X. Est-ce que tous les objets se sont déplacés de la même façon? Oui, je vois que tout a été shifté de 2 pixels.
entre la première séquence, frame 1 et frame 2. Donc, ce qui va se passer, nous, on ne sait pas a priori que ça, c'est le même objet. Il se peut que j'ai plusieurs objets qui bougent dans des directions séparées. Par exemple, vous prenez des gens qui traversent. Là aussi, j'ai une vidéo pour vous le montrer tout à l'heure. Ils bougent dans des directions différentes. Donc ici, si je prends celui-là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a bougé de là. Il était à cette position. Il a bougé, il est revenu à cette position. Il était à la troisième, il est bougé, il s'est déplacé à la cinquième. Donc, de la deuxième vers la cinquième, voilà comment je dessine mon vecteur. C'est ce qu'on appelle le flot optique. Donc, c'est le mouvement apparent. Donc, il a bougé. Il était de la troisième position, il a bougé à la cinquième. Et comme tous les objets ont bougé dans le même sens, vous allez trouver, donc c'est ça qui fait votre flux optique, c'est tout ça. Vous avez donc l'ensemble des vecteurs de déplacement va vous donner ce qu'on appelle le flot optique. Tous les objets, ici, si je considère que c'est des objets, tous les objets ont bougé de la même façon. Si je regarde maintenant ici, entre cette séquence, entre frame 2 et frame 3, encore une fois, tous les objets ont bougé de la même façon. Donc, j'ai le même flux optique. Mais comment je représente ça? Je prends cet élément-là et je regarde. Donc, cet élément-là qui était où? Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cinquième, donc, cinquième colonne, première ligne. Alors, j'essaie de le repérer. Donc, si c'était 5, donc c'était 2, 5. Pardon, 1, 5. Première ligne, cinquième colonne. Je regarde où est-ce qu'il est ici. Et je compte. Donc, c'est déjà la deuxième ligne. Et je compte en termes de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, cet objet-là, il était à la position 1, 5. Le voici. Il se retrouve à la position... je pense que j'ai dû mal compter. Je vérifie, parce que là, j'ai l'impression qu'il s'est déplacé de 1. Mais je recompte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se retrouvait à la sixième colonne. Et donc, je vais représenter mon vecteur de déplacement comme ça. Puisque cet objet, il s'est déplacé d'un pixel dans le sens horizontal et d'un pixel dans le sens vertical. C'est juste, je voulais juste introduire ce terme. Nous, on ne va pas aller au-delà des équations parce que ces équations, pour les résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On fait le développement en série Taylor de cette partie-là. Le développement donc en série Taylor de ça. Ça va nous donner une équation, une seule équation, alors que moi j'ai besoin de deux données, le déplacement en X et le déplacement en Y. Et il y a des techniques qui permettent de résoudre cette équation. Je ne vais pas, j'ai dit, aller au-delà de ça, je voulais juste vous la montrer. Je reprends. Développement en série Taylor de ça. On va l'écrire en fonction des dérivées partielles. On va mettre égalité, mais comme on a deux inconnus qui sont delta x, delta y, on parle d'un problème sous-dimensionné et on utilise d'autres astuces pour le résoudre. Donc, ce qu'on cherche, c'est un descripteur qui va me donner le mouvement apparent de l'objet. Encore une fois, apparent parce que je n'avais pas la troisième dimension. Alors, je vous ai mis ici cette image-là. On va l'utiliser. Alors, j'ai téléchargé plusieurs vidéos. Je voulais trouver donc soit des voitures qui bougent, soit des individus qui bougent. Là, vous avez des voitures et des motos. Je voulais quelque chose où j'avais vraiment un mouvement, où je m'assurais que la caméra ne bougeait pas. Je n'ai pas eu le temps. Je voulais vraiment avoir une image de notre université. Je voulais rester fidèle à tous les cours qu'on avait trouvés, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en trouver une où j'avais vraiment pas de caméra qui bougeait. Je vais l'utiliser sur la vidéo prise par le drone, mais vous allez voir que, puisque la caméra bouge, vous allez voir qu'on va détecter le mouvement de la caméra. Bien, juste pour vous montrer ici le flot optique, donc voilà, il va vous donner, donc point par point, à chaque fois que l'objet se déplace, lui, il va tracer une ligne entre un point et un point. Ce que je lui ai demandé ici, c'est de rajouter un rang autour de l'objet. Donc ici, là, vous voyez que cette voiture, cette voiture qui a disparu, ce que vous voyez ici en vert, c'est la trajectoire de ces points-là de la voiture. Donc en fait, on a pris quelques points, on n'a pas pris tous les points qui bougent, on a juste pris, je ne sais pas si vous vous rappelez du SIFT, le SIFT c'était un détecteur de coins. En fait, on a pris une version modifiée du détecteur de coins de Harris, voilà, regardez ça, c'est des points spécifiques, c'est des points où il y a eu un changement de direction, c'est-à-dire il y a un gradient horizontal, un gradient vertical. Et bien ces points-là, c'est-à-dire parce qu'il y avait un contour comme ça et comme ça, et bien ces points-là, on les a suivis. Et ces points-là vous font que cette voiture-là, voici sa trajectoire. Celle-ci, vous ne voyez plus, parce que j'ai pris l'image au début, j'ai pris l'image à la fin. Ici, ce que vous voyez là, la moto était ici. Voilà, vous avez le premier point qu'il y a là.
Mais on va les faire, hein, on va les faire tout ça par programme. Le premier point que j'ai ici, le voici. Et ça, c'est la trajectoire de la moto jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la séquence. Et pareil pour tout le reste. Ici, j'ai deux motos. Il y en a une qui va tourner. Regardez. C'est juste pour pour vous montrer. On va le voir tout à l'heure quand la vidéo va... Je vais la faire tourner. Mais c'est juste pour voir que les deux motos ici n'ont pas eu la même trajectoire. Regardez, j'ai une trajectoire ici qui fait ça. Et j'ai une deuxième trajectoire qui fait ça. Donc les deux motos n'ont pas suivi la même trajectoire. Donc, je viens de vous montrer comment on trace le vecteur. C'est-à-dire, au lieu de le faire juste ici, je l'ai généralisé sur une image. Alors, les techniques, il y en a énormément. Il y a des techniques basées sur la phase, basées sur l'amplitude. J'ai essayé de prendre juste les techniques les plus utilisées. Alors, en plus, elles sont utilisées pour des différences spécifiques, pour des applications spécifiques. Vous avez d'abord le block matching. Le block matching, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de trouver sur un bloc, on fait la correspondance. Sur ce bloc d'image, je vais essayer, en général, on cherche sur un voisinage, trouver le bloc le plus similaire. Ou bien, on fait comme on l'a fait tout à l'heure, on essaie de détecter le vecteur. Alors ici, on distingue deux façons de faire. Soit on détecte tous les déplacements de tous les pixels de l'image, soit on le fait pour certains points spécifiques. Ce que je vous ai montré ici, ce n'est pas tous les points de l'image, c'est juste pour des points spécifiques. Là encore, une fois, quand on va tourner le programme, on va étudier les deux cas. Donc, je commence par le block matching. En fait, c'est quoi? C'est de dire, voilà mon bloc. Ben, lui, quand il se déplace, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Il peut aller, vous savez tout ça. Il pourrait se trouver ici, ça, ça, ça. En fait, on va chercher. Je ne vais pas chercher ici. Je vais chercher sur une fenêtre. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est ma première frame. Ça, c'est ma seconde frame. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que cet objet-là, c'est sur la seconde séquence, qu'est-ce qui va se passer? Il doit se trouver ou là, ou là, ou là, ou là. Là, c'est parce que j'ai plié un bloc 3-3. Je peux aller plus loin. Je peux prendre un bloc ici. 1, 2, 3. J'ai pris un bloc 5-5. Et je me dis, c'est-à-dire je prends un bloc qui a la même taille que le bloc original. Et je vais chercher, où se trouve cet objet. Comment je vais le chercher? Si cet objet se trouve ici, tel qu'il est mentionné là, ça veut dire que la ressemblance entre ça, donc je vais calculer la ressemblance de ce bloc avec tout cela. C'est comme si vous mesuriez, c'est une mesure de corrélation. En général, les mesures de corrélation, qu'est-ce qu'on fait? C'est des mesures, on va prendre distance point par point, c'est des fonctions de coût qu'on cherche à minimiser. Assez souvent, on utilise des distances, ça peut être la distance euclidienne, ça peut être la distance de Manhattan. Et on va essayer de trouver la distance la plus petite. Il faut dire quoi, distance? Je vais prendre point par point et mesurer la différence si je vais faire au carré. Par exemple, pour la distance euclidienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Le bloc, donc cette mesure de similitude, ça peut être une mesure de, par exemple, l'intercorrélation, ce sera une quantité qui sera maximisée. Je veux maximiser la corrélation. Si c'est une distance, je vais la minimiser. Donc ici, je vais prendre ça et je vais faire la différence point par point. Et je vais prendre le bloc qui ressemble le plus. Alors, souvent, dans ces techniques de block matching, on fait aussi une construction pyramidale. Pourquoi? Ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire, je prends cette image, regardez, si cette image, vous la divisez par deux, ce bloc-là va se retrouver ici. Il sera beaucoup plus proche et ça me permettra de le trouver assez rapidement. Donc, en changeant de résolution, c'est juste pour gagner du temps, pour essayer de trouver ce bloc un peu plus rapidement. Et je peux aller, en descendant dans la pyramide, je peux aller, si je considère que ça c'est une pyramide, c'est pour ça qu'on parle de pyramide, ça ressemble à une pyramide. Donc en allant de plus en plus vers la pyramide, je vais localiser de plus en plus finement. Je peux essayer de le localiser grossièrement parce que je veux faire du temps réel par exemple. Et si je veux, j'ai un peu plus de temps, que j'ai un temps de traitement, je vais le localiser, mais ça fonctionne comme ça. On localise d'abord l'objet grossièrement sur la résolution la plus basse et on va à des résolutions de plus en plus hautes. J'ai commencé par le block matching parce que c'est ce qui est utilisé dans la norme MPEG. En fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Rappelez-vous, quand je vous avais expliqué comment fonctionnait le JPEG 2000. En fait, on utilise une représentation pyramidale qui est celle des ondelettes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? La dernière image, rappelez-vous juste ce qu'on fait ici, je vous le remontre là. Celle-ci, je peux la coder sur plusieurs bits. Et celle-ci, je la seuille et je code que les bits les plus importants. Ça, c'est pour une séquence. Imaginons que vous vouliez le faire pour plusieurs séquences. Ben, on refait la même chose. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Sur la seconde image, on va juste coder le déplacement, puisque l'image, on suppose que c'est la même. Je me suis déplacée, par exemple, j'ai une caméra qui tourne. Donc, les parties qui sont communes,
Je reviens à mon image ici. Donc, mon objet est en mouvement. Cette voiture est en mouvement. Je vais donc la coder. Une fois qu'elle va se déplacer, je vais juste coder le déplacement. Bien sûr, il y a quelques petites erreurs résiduelles, mais les erreurs, c'est toujours quelque chose de petit. Donc, je vais encore utiliser moins de bits. C'est comme ça que fonctionne la norme MP4 ou MP3, ce que vous voulez. Donc, vous avez vu les fichiers, quand vous utilisez .mov, .avi, ils ont une taille beaucoup plus grande. Les autres, ils sont compressés. Donc, en fait, c'est des petits blocs. Donc, on suppose que c'est le même déplacement pour le bloc. Et on va essayer de coder. Donc, juste le bloc et coder les déplacements. Les autres applications, donc je peux l'utiliser pour faire de la segmentation parce que je vais identifier l'objet. Je peux l'utiliser pour faire de la détection de mouvement. Je peux essayer, ce que je vous disais tout à l'heure, prédire le déplacement. Je vais me dire, ok, si cette voiture est en train de faire ça et que je ne vais pas vers un rond-point, il y a des chances que sa trajectoire, elle continue. Alors, pour ce qui est, donc on va, ce qu'on appelle ici donc les méthodes de blockmatic, donc il y a les méthodes, donc le blockmatic, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver les similitudes entre blocs, mais la façon la plus simple, c'est de faire, pour détecter un mouvement, qu'est-ce que je fais? Je prends la première frame, je prends la deuxième, j'aurais dû vous la dessiner ici, et je vais faire une différence. Si l'objet est en mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais trouver une différence. Si l'objet n'est pas en mouvement, comme par exemple ici, regardez, l'objet n'est pas en mouvement, c'est le sol. Je vais trouver 0. Je vais trouver juste, si vous faites la différence de deux choses, qu'est-ce que vous allez trouver? Mesurer ce qui est différent. Qu'est-ce qui est différent dans une image ici? C'est le déplacement des objets, des voitures, des motos. Et donc, ce qui va se passer, quand vous allez faire la différence, j'ai fait la différence entre deux ou trois frames ici. J'ai pris la premier frame, j'ai pris la troisième ou la quatrième, et j'ai mesuré la différence. Donc, tout ce qui est seul, y compris ça n'a pas bougé, ça me donne 0. Et tout ce qui est mouvement des voitures, comme celle-ci, on va encore une fois aller voir sur la vidéo, celle-ci, ces voitures-là vont vers un rond-point, donc elles ne sont pas en train de bouger, elles bougent légèrement. Celles-ci, elles vont tout droit, donc elles sont en train de bouger. Et qu'est-ce que je suis en train de détecter? Je suis en train de détecter ici, quand vous faites la différence, qu'est-ce que vous allez trouver? Là où c'est pareil, par exemple ici c'est un pare-brise, ça a bougé juste légèrement, c'est blanc. C'est noir, pardon, parce qu'il n'y a pas de différence. Vous êtes toujours sur le pare-brise. Par contre, regardez, la voiture, elle était ici et elle s'est déplacée là. Cette voiture qu'il y a là, elle était ici et elle s'est déplacée là. Et pareil pour tout le reste. Vous voyez des contours qui sont dédoublés. Pourquoi? Parce que vous mesurez, regardez ici pour le rétroviseur, on le voit qu'il est là et on voit qu'il est là parce qu'il a mesuré la différence entre ça et ça. Il était ici, donc la différence avec le goudron. Donc la différence avec le sol m'a donné quelque chose. Et là, quand il était ici, il n'y avait rien avant. Donc il m'a mesuré aussi la différence. C'est pour ça vous avez un sentiment qu'il y a des contours qui sont dédoublés. Après, qu'est-ce qu'on fait dans cette méthode-là? Donc ça s'appelle la différenciation. Et toutes celles qu'on va présenter, elles sont toutes basées sur la différence. C'est-à-dire, on mesure d'abord la différence entre deux frames. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer des vraies différences? Déjà, pour ne pas se dire, bon, pour repérer par exemple l'essuie-glace, pour ne pas repérer des petits détails, on commence cette image. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait faire ce que je vous ai montré, c'est pas l'image originale. C'est l'image qui a subi un filtrage passe-bas. Rappelez-vous, le filtrage passe-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il floute l'image. Quand on la floute, on va mettre tout ce qui est petits détails, il va avoir la même intensité que ce qu'il y a tout autour. Moi, je ne cherche pas à repérer un matricule. Le matricule ne m'intéresse pas, du moins dans cette application. Dans cette application, je cherche à trouver l'objet en mouvement qui est la voiture. Donc moi, quand je floute ici, je ne vais pas détecter le matricule quand il va bouger. Je détecte tout le matricule, mais je ne détecte pas les détails intérieurs. Je le vois quand même ici, regardez. Mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas l'objet que je suis en train de chercher. Je ne cherche pas le logo de la voiture. Donc en floutant, tout ce qui est petit détail, il va avoir la même intensité. Donc il sera moins détecté. Donc on floute, on fait la différence des deux images. Et après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les surfaces où il y a eu des changements. Je vais mesurer, ici, je vais mesurer la surface où il y a eu des changements. Alors qu'en fait, entre cette étape et celle-ci, il y a deux choses qui vont être faites. Première chose, je vais faire ce qu'on appelle, je vais essayer de renforcer les contours. Comment on renforce le contour? Il y a une opération en morphologie mathématique qui s'appelle la dilatation. Quand vous dilatez quelque chose, elle était comme ça, vous allez l'élargir. Je vais vous le mettre comme ça. Si l'objet est comme ça, je vais l'élargir. Il sera un peu plus comme ça.
En fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous élargissez un objet? Les objets qui ne se touchent pas, quand vous... Bon, je vais le mettre autrement. J'ai un objet qui est comme ça. Et je vais les élargir. Donc, il va prendre une surface plus grande. Ils seront plus larges, tous les deux. Celui-ci aussi sera plus large. Mes deux objets vont se toucher. Et parce qu'ils vont se toucher, je vais pouvoir déterminer quand deux objets se touchent. Vous avez un contour qui est continu. Alors que quand ça ne se touchait pas, vous n'aviez deux objets différents. Quand ça se touche, vous avez un objet unique. Et en fait, on va donc faire la dilatation pour avoir une image comme ça. Une fois qu'on a eu cette image, donc elle va regarder tout ce qui était, par exemple ça, regardez, c'est devenu beaucoup plus gros. Et en plus, on va la seuiller. On va garder les contours les plus importants. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a détecté les contours, on va mesurer la surface. Si la surface est importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un déplacement. Et donc, je vais mettre une boîte, je vais englober, je vais juste déterminer les coins supérieurs. Le coin supérieur, le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit de l'objet. Et je vais tracer un carré. Ici, il a déterminé, il fait un carré autour de ça. Il a fait un carré autour de ça. Il vous a fait aussi un carré, parce qu'il faut que les contours se touchent. Il m'a fait aussi un carré autour de ça, regardez. Pour lui, il y a trois objets, il a mis des carrés. Après, il y a des techniques qui vous permettent, quand vous avez des boîtes qui se touchent, on les remplace carrément par un seul carré. Moi, j'ai gardé le programme simple juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'il n'y a que trois instructions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mesure la différence entre les deux images. Une fois que je l'ai fait, je lui fais subir une dilatation. J'essaye de grossir les contours. Ensuite, je garde les contours les plus importants. Une fois que j'ai trouvé mes contours, je vais mesurer la surface. Je mesure la surface de chaque objet. Regardez ici, on le voit ici, il y a un objet là. Le voici, c'est ce que vous voyez ici. Tous les carrés, toutes, je considère comme étant tout ce qui se touche. Regardez ça, ça se touche avec ça se touche ici. Mais ça ne se touche pas, encore, ça se touche ici, ça se touche là, ça se touche jusque là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre un carré ici. Toutes les surfaces qui se touchent, il met un carré. Regardez là, ici, cette surface-là, tout ça se touche, donc il va vous mettre. Il considère qu'il a un objet ici. Par contre, ça ne se touche pas avec ça, regardez. Il n'y a aucun. Même malgré que j'ai dilaté pour les faire se toucher, ça ne se touche pas. Donc pour lui, il y a un objet ici. On va basculer sur Python pour vous montrer juste ce programme, vous expliquer comment il fonctionne. Alors, c'est ce programme-ci. Alors, avant de l'exécuter, alors je vous ai dit, j'ai téléchargé plusieurs images. J'ai essayé de trouver, certaines n'étaient pas libres, enfin il y avait des droits d'auteur dessus, d'autres pas. J'ai essayé de trouver des bases de données. Donc j'avais trouvé plusieurs images sur Bangkok, une sur Paris, une sur Kiev, une sur une autoroute dans l'Europe. C'était juste écrit Europe. Et donc en fait, on va juste essayer d'expliquer le programme. Normalement, il y a des premières instructions, vous les connaissez déjà. Encore rien. Je vais vous montrer. À la limite, il y a trois instructions qui ont été rajoutées. Étape 1, j'ai importé OpenCV. On lui a le plan CV pour ne pas écrire CV2. J'ai utilisé la fonction qui capture une vidéo. On l'a déjà fait. On écrit CV, vidéo, capture. Ensuite, quand on veut lire frame par frame, qu'est-ce qu'on fait? On écrit vidéo.read. Puisque j'ai appelé l'objet.read, j'ai appelé ma vidéo vidéo, donc j'écris vidéo.read. Encore une fois, vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça retourne une valeur quand il n'y a plus de vidéo. Donc c'est juste un pointeur qui vous retourne, ça vous permet tant qu'il est true, ça veut dire tant qu'il est vrai, ça veut dire qu'il y a encore des séquences à lire. Donc qu'est-ce que j'ai mis ici? Je l'ai appelé current frame. Je ne l'ai pas appelé, je vous ai mis le lien ici. J'ai peut-être apporté à la limite celui-là j'ai apporté très peu de modifications. Donc je vous ai mis le lien où j'ai trouvé le programme. Chaque fois quand il y a un programme auquel je n'ai pas apporté beaucoup de modifications, ou pas du tout, je vous mets à chaque fois le lien. Donc où j'ai trouvé ce programme. Donc, je reprends. J'ouvre, je mets un pointeur sur la vidéo. Je suis en train de lire frame par frame. Je l'ai appelé current frame. Il l'a appelé current frame. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il l'a transformé. Rappelez, ça vous connaissez. CVT Color vous permet de passer d'espace à un espace. Ça me permet de l'espace BGR vers l'espace niveau degré. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ma frame, sauf qu'elle est en niveau degré. Je vous ai dit tout à l'heure, pour enlever les petits détails, moi je ne veux pas que le petit détail, tout petit détail de 3 x 3, le matrix, il me détecte comme étant un objet.
Donc, je ne veux pas. J'ai appliqué un filtre gaussien et regardez sa taille. 25 x 25. Vous imaginez la quantité de floutage. Il va flouter mon image avec un filtre 25 x 25. Oui, parce que je veux des objets. Déjà là, je suis en train de supposer que mes objets n'ont pas une taille plus petite que 25 x 25. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est une initialisation. J'ai lu la première frame. Première flame, je lui ai appliqué un filtre gaussien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, tant que true, while true, c'est quoi ici? Tant qu'il y a des séquences de vidéos, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la même chose. Il fait vidéo read. Il la met dans current frame. Il transforme cette image en niveau de grid. Donc, vous avez ces trois premières instructions, elles sont reprises. Je lis la séquence. Je la transforme, l'image, je la transforme au niveau de gris. Je la floute. Je transforme l'image en niveau de gris, je la floute. Ici, pourquoi les noms ont changé? Parce que je vais les afficher. Je vais l'image, on va afficher current frame et on va afficher l'image au niveau de gris. Donc, je lis l'image, je la moyenne. Et qu'est-ce que je dois faire? On doit mesurer la différence entre l'image originale, parce qu'ici, on veut détecter tout le mouvement. Donc, on va mesurer toujours entre l'image originale et current frame. Regardez, gray frame, qu'est-ce qu'elle contient? C'est la version moyennée de gray image. Qu'est-ce que c'est gray image? C'est l'image en niveau de gris, de current frame. Donc, je lis l'image, je lis la séquence, je la transforme en niveau de gris, je la floute et je calcule la différence. Donc, je vous ai dit, il y a trois instructions, les voici. Donc, je la calcule, je calcule la différence des deux images. C'est ce que je vous avais montré ici. Ça, c'est l'image de différence. Ensuite, j'ai dit, je lui fais, alors, on a fait le seuillage avant la dilatation ici. Oui, j'ai oublié que la dilatation, c'est une opération binaire. Donc, il faut que l'image soit seuillée. On ne dilate pas avant. On fait d'abord un seuillage, on garde les contours les plus importants. Après, on dilate. Les opérations, je ne vous les ai pas expliquées quand je faisais les petits opérateurs. En fait, ces opérateurs de dilatation, d'ouverture, fermeture, d'érosion, c'est des opérations morphologiques. Ça s'appelle la morphologie binaire. En fait, on essaye, on a une image binaire, on lui applique des petits outils qui font que quand j'érode, j'affine un contour. Quand je dilate, je grossis un contour. Je grossis l'objet sur lequel je suis en train de dilater. Alors, donc, je reprends une différence, un seuillage pour garder uniquement les petits contours. Ça veut dire ce qui s'est passé ici. Donc, ce n'est pas la dilatation enfin. Donc, déjà, ici, au moment du seuillage, tous les petits contours, tous les petits, c'est-à-dire qui ne représentaient rien du tout, ils ont été éliminés. Donc, on a gardé les plus forts contours et c'est ceux-là qui ont subi une dilatation. Je rectifie par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a une fonction qui trouve les contours. Et ça existe. Il a une fonction OpenCV qui trouve des contours. Donc, pour trouver les contours, vous devez lui donner l'image qui contient ces contours. Nous, c'est cette image qui a été seuillée. Donc, il a des techniques pour trouver les contours. Vous lui dites, est-ce qu'il trouve les contours externes? Est-ce que quand il trouve les contours, il va vous donner tout le contour ou bien juste les limites du contour? Par exemple, ici, chain approxime simple, ça veut dire que s'il trouve quelque chose de carré, un carré de quoi vous avez besoin? Un carré, vous avez besoin des quatre coins. Donc ici, pour simple, c'est pour lui dire, tu ne sauvegardes que les points importants du contour. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit ici? On a plusieurs objets. Regardez, je reviens à l'image. Il a trouvé plusieurs contours. Chacun de ces objets-là va lui donner un contour. Donc, quand il trouve plusieurs contours, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Moi, je veux pour moi, c'est l'objet les plus importants. Ça aussi, c'est un contour. Ça ne m'intéresse pas. Je vais lui dire, si ton contour, la surface de ton contour, elle est petite à un certain seuil, ne me la donne pas. Regardez tous ces points-là. Ça ne m'intéresse pas. Il les a trouvés. Mais je ne veux pas qu'il me les affiche. Donc, je lui ai rajouté il lui a rajouté celui qui a fait le programme. Il lui a dit, calcule la surface du contour. Si elle est inférieure à 10 000, c'est-à-dire le nombre de pixels. Si c'est plus petit que 10 000, continue, ne fais rien. Sinon, tu mets un rectangle autour de ce contour. Tu détermines, à partir de ce contour, trouve ses limites. Trouve x, y, la hauteur et la largeur. Plutôt, c'est ça la largeur. La largeur et la hauteur. Et qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Current frame. C'est pour ça qu'on n'avait pas touché à current frame tout à l'heure. Gray image, on n'y a pas touché, c'est-à-dire l'image qui est en couleur. On lui a dit, vous connaissez la fonction CV rectangle. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction?
elle a déjà utilisé. Elle prend votre image et elle dessine un rectangle dessus. De quoi elle a besoin pour dessiner le rectangle? Elle a besoin du coin supérieur gauche et du coin supérieur et du coin inférieur droit. Vous lui dites comment tracer, donc il trace un rectangle, vous lui donnez là, quand vous mettez 0, 255, 0, il va vous tracer, rappelez-vous, c'est BGR. Donc le bleu est à 0, le green est à 255 et le red est à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous tracer quelque chose qui est en vert. Il va l'entourer d'un triangle vert. On va exécuter ce programme justement sur cette image et on va jouer sur les différents paramètres. Je vais vous les montrer tous en même temps. Ça, c'est notre fameuse image floutée. Ça, il fait la détection des différences. Donc, regardez, ici, vous avez l'objet au début, parce qu'il fait toujours la différence entre la première frame. Donc, ici, regardez ici, ça, où se trouvait la voiture au début, et là où elle est en train de bouger. Elle ne bouge pas, c'est la première frame. Ensuite, ça, c'est notre fameuse, il est en train de calculer, donc, il prend le contour, à partir du contour, et il prend le contour le plus important, il dilate. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il calcule la surface de l'objet qu'il a dilaté. Regardez, ici, si je prends cette image-là, ici, j'ai une très... Regardez, c'est pas lié. Le contour, il s'arrête à... Maintenant, il va se lier, il n'est pas encore lié. Je devrais trouver les limites de ce contour. Je dois trouver un carré là. Je vérifie. Voici le carré que je trouve ici. Chacun des objets, regardez ce qui est en train de se passer. On va essayer de suivre un carré où il les mixe, par exemple. Là, il a mis un grand carré. Là, si je regarde cette image-là où j'ai un grand carré, ça veut dire qu'ici, tous les contours, allez, ils sont tous liés par quelque chose. Mais regardez, maintenant, ça va commencer à se séparer. Si ça se sépare, je vais trouver deux carrés. Au moment où ça va se séparer, voilà, je vais trouver deux carrés. Voilà comment fonctionne cette technique. Je vous disais tout à l'heure, il y a un petit souci par rapport à cette image. Essayez de suivre ici. Regardez. La caméra, elle bouge. Ces voitures-là, c'est pas qu'elles ne bougent pas, elles bougent mais très lentement. Mais regardez la caméra, cet objet ici, on ne le voyait pas. Et regardez ce qu'il va détecter maintenant. Il va me détecter le passage clouté. Il va me détecter le passage piéton. Bon, avant, c'était clouté. Il y a très longtemps, parce que pourquoi on l'appelle passage clouté, il y avait des clous avant. Il va me les détecter. Pourquoi? Parce que la caméra ici, elle est en mouvement. Il y a un léger mouvement. Je voulais vous montrer même autre chose. Regardez. Ici, regardez, à un moment donné, regardez, vous avez vu ces phares-là. Ces phares-là, il va croire que c'est un objet parce que la réflexion des phares sur le bitume, elle fait que elle bouge avec les phares. Et il va croire qu'il y a un objet ici. Je vais juste le réexécuter pour vous. Essayez de suivre ici. Vous voyez l'objet qu'il y a là, on le voit. Regardez si je réexécute. Mais cette fois-ci, je vais réexécuter en changeant quelques paramètres. Alors, je vais le faire. Alors, je vais essayer de jouer sur quoi? Alors, je peux jouer sur le seuil, détecter des contours les plus forts. Alors, je vais essayer de détecter, par exemple, parce que lui, c'est un seuillage. Tout ce qui est 50, il le met à 0. Tout ce qui est 250, il fait un seuillage binaire. C'est écrit threshold binary. Donc, ça veut dire si c'est ceux qui sont inférieurs à 50, il va leur donner la valeur 0. Ceux qui sont entre 50 et 255, il va leur donner la valeur 255. Je vais jouer, par exemple, sur la surface du contour. Allez, je vais prendre des contours plus petits. Je vais prendre, alors, juste pour voir, est-ce qu'il y a des objets qu'il n'a pas détectés? Ici, je pense qu'il n'a pas détecté la moto. On l'avait vu tout à l'heure, il n'a pas détecté la moto. On va d'abord exécuter son, juste pour voir qu'il n'a pas détecté la moto. Je vais laisser tel qu'il est. Tous ces programmes-là sont sur la page perso. Une fois que je mets la vidéo sur YouTube, il y aura le programme dedans. Et il y est déjà sur la page perso. Donc, je vais le réexécuter, juste pour vérifier qu'avec ça, il n'a pas détecté la moto. Alors, je regarde. Voilà, la moto n'a jamais été détectée ici. C'est s'il a été parce qu'elles étaient prises dans le même champ. À un moment donné, vous allez les voir. Ou pas, pas toujours. Je vous avais montré qu'il y avait un objet ici, on ne le voit pas. Et vous allez regarder, on commence à voir, on voit que la caméra bouge, regardez, on le voit ici. On commence à voir, je ne sais pas si c'est un rond-point, ce qu'il y avait ici. On commence à le voir, c'est parce que la caméra, elle est censée ne pas bouger, pour ne pas détecter le mouvement de la caméra. Regardez, on voit ici, on commence à voir les limites ici. Donc là, on n'a pas vu la moto, je vais appuyer sur Q pour quitter. Et regardez ce que je vais faire ici, je vais mettre 5000.
Et vous avez vu que c'est un programme tout simple, il n'y a rien dedans. Différence d'image, seuillage pour détecter les plus contours, dilatation pour lier les contours entre eux, ensuite le calcul de surface. Tout ce que vous voyez par le reste, ça c'est juste pour l'affichage. Non, ça c'est encore le programme. C'est pour détecter les surfaces qui sont inférieures à un seuil. Donc celles qui sont inférieures à un seuil, c'est écrit continue, donc il va les éliminer. Les surfaces qui sont, donc si ça occupe plus de 5000 pixels, il va penser qu'il y a un objet qui s'est déplacé. Pourquoi c'est un objet qui s'est déplacé? Parce qu'il a trouvé un contour. On a dit, tant que ça ne se déplace pas, c'est noir. S'il n'y a pas eu de mouvement, la différence entre les deux images est noire. Donc j'ai mis 5000 juste pour voir si je peux détecter la moto. Je vois toujours pas. Donc je serai obligé de mettre 1000. Ah, il commence à la détecter ici. Ah, super. Pourquoi il n'a pas détecté avant et pas ici? Quand vous avez un objet en mouvement, il occupe ici, il vient vers nous, il vient vers la caméra. Donc la surface qui est occupée, elle est beaucoup plus grande. Donc du coup, il détecte l'objet. Ça aussi, c'est important. Parce que là, quand on est en train de mesurer les différences, c'est comme si j'étais en train de suivre un objet, mais qui serait en train de bouger, pas dans le sens de où se trouve, il ne vient pas vers la caméra. Alors, vu la moto, donc que ce soit celle-ci ou celle-ci, il est en train de les détecter. Et il a commencé à la détecter au moment où elle a occupé un peu plus de sa surface à occuper, un peu plus de 5000 pixels. Regardez, je vais réexécuter le programme et vous montrer, on va suivre cette image-là pour voir la surface qui a été occupée. Donc, je vais réexécuter le programme. D'abord, j'appuie sur Q pour quitter. Et cette fois-ci, on va suivre le mouvement, non plus sur l'image de différence. Regardez ici. Il n'avait pas encore tracé un carré parce que la surface était moins que 5000. Maintenant, la surface que ça va occuper, une fois qu'elle va passer au-delà de 5000, il faudrait que je vous mette les deux images comme ça. Il va commencer à la détecter. Voilà pour la première méthode qui est une méthode très simple, basée juste la différenciation entre la première frame et la courante. Regardez, je vais juste changer quelque chose dans le programme. Je l'avais rajouté pour moi. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de mesurer les différences, non pas entre la première, c'est-à-dire à chaque fois first frame, ce sera gray frame, c'est-à-dire je vais mesurer la différence entre deux frames. Je ne vais pas garder la première, toujours la première. Je vais mesurer les différences. Regardez ce que je vais vous montrer ce qu'il va faire, parce que c'est comme ça que fonctionnent les autres méthodes. Je voudrais que vous suiviez. Est-ce que j'ai oublié de quitter? Oui, il faut d'abord quitter. Ensuite, exécuter le programme, sauf s'il s'exécute lui-même, non, il ne l'a pas fait. Je ne veux pas suivre ici, je vais juste vous montrer quelque chose là. Oui, j'ai mis un seuillage, je vais vous le montrer ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Maintenant, il est en train de me donner l'objet en mouvement. Parce qu'il est en train de faire quoi? Il fait la différence frame par frame. Et ici, le seuillage est tellement fort que ici, sur l'image, là, je ne le vois pas. Il faudrait que je prenne un seuil beaucoup plus petit, puisqu'il est en train de mesurer. Quand vous mesurez la différence entre frames, la différence, elle est très petite. On voit que quelques objets ici. Je voulais juste l'introduire par rapport au prochain programme. Alors, maintenant, on va aller vers des méthodes un peu plus compliquées. Ce que je vous ai mis ici. Alors, est-ce que c'est le même lien? Non. C'est aussi, donc, si je vous l'ai mis ici, c'est sûrement... Ah oui. Alors ça, c'est un programme, ce que je vous ai mis ici, c'est un programme qui vous permet d'exécuter ça, mais avec des choses beaucoup... Je voulais mettre vraiment une version simple. En fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? Vous allez trouver dans ce lien-là, on essaie d'éliminer... On fusionne. Par exemple, il y a deux boîtes, je vais réexécuter juste pour vous montrer ce qu'il fait le programme. Par exemple, vous avez deux boîtes. Les boîtes qui sont englobotes, on va les fusionner. Une boîte qui est à l'intérieur d'une boîte, on ne va pas la prendre. Parce que j'avais dit que j'ai, par exemple, cette petite boîte, elle est à l'intérieur d'une grande boîte. Je ne la prendrai pas. Donc, ce que je vous ai mis, comme il y a en bois, c'est un programme beaucoup plus perfectionné. Mais comme le but, c'était de vous expliquer ce que c'est que la méthode de différenciation, je n'ai pas voulu aller au-delà. Alors, pour les autres méthodes, bon, celles qui sont basées sur donc, la détection de flou, elles vont utiliser ce principe de différenciation d'image. Alors, vous avez deux options. Je reviens un petit peu au cours pour vous expliquer comment que ça se passe. Ah oui, je vais quand même l'exécuter sur l'image de l'USTHB.
Je l'ai mise ici. C'est juste pour vous montrer que ça ne fonctionne pas pareil. Alors, où est-ce qu'elle est USTHB? USTHB, la voici notre image, USTHB, donc je vais enlever ça. Oui, mais comme tout est entre commentaires, alors, juste pour vous montrer pourquoi je ne pouvais pas l'utiliser sur notre image. Parce que c'est une image prise par drone. Donc la caméra, le drone bouge, donc la caméra est en mouvement. Je vais la mettre ici. C'est pas que ça marche pas, c'est pas ce qu'il faut. Alors, je l'ai appelé vidéo capture. Alors pourquoi il me signale? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, parce que ça s'appelle CV. Regardez, nous, notre caméra est en mouvement. Donc en fait, ce qu'il est en train de détecter, c'est le mouvement de la caméra. Et c'est pas le mouvement des objets, puisque la caméra est en train de tourner. C'est pour ça que ça ne marchait pas sur cette image. J'ai dit encore une fois, j'aurais trop aimé. Il faudrait que je cherche une image prise de l'université, mais oh là, c'est-à-dire la caméra est fixe et c'est les objets qui sont en mouvement. Je vais essayer d'en trouver une. Donc, je reviens à la partie de cours. Je vous dis, c'est que pour l'histoire du flux optique, c'est-à-dire détecter le mouvement. En fait, il y a deux techniques. Globalement, il y a deux techniques. Il y a des techniques où on essaie de détecter tout le mouvement. C'est-à-dire, tous les pixels qui bougent, on va les dessiner. Soit sous forme alors ici, vous pouvez les dessiner de deux façons. Rappelez-vous que le flux optique vous donne deux vecteurs. Un vecteur de déplacement. Le déplacement en X, le déplacement en Y. Si vous l'utilisez de façon dense, c'est-à-dire sur tous les points d'une image, on appelle ça dense optical flow. Si vous l'utilisez pour quelques plans, ça s'appelle sparse, éparse. Quand on dit sparse, c'est juste quelques-uns. Donc là, je vais vous présenter deux méthodes. Il y a la méthode de Fahrenbach. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il suppose donc que le flow il est constant sur un voisinage local. Il essaie au fur et à mesure de trouver le déplacement, donc sur un voisinage, par exemple du pixel, par exemple 3 fois 3, il essaie de résoudre une équation, il trouve le déplacement en fait, c'est encore une fois en minimisant une erreur. Il utilise la méthode des moindres carrés pour trouver le déplacement de l'objet. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que c'était un problème où c'était sous-dimensionné, parce que quand vous prenez un pixel, vous avez un déplacement en X, en Y, ça ne suffira pas. Lui, il prend autour du pixel 3 fois 3. Donc, il a 9 pixels. Il suppose que, impossible, par exemple, quand un objet bouge, il n'y a pas un pixel qui bouge. Par exemple, la tête de la personne bouge, c'est toute la personne. Donc, quand il prend 3 3, il n'y a aucune restriction. Il essaye de minimiser l'erreur pour trouver le déplacement en X ou Y, puisque les 9 pixels se sont déplacés. Il ne fait pas que ça, il fait même une structure pyramidale, où il essaie parce que quand ça fonctionne que ce petit déplacement, 9 fois 9, si vous prenez cette image, vous la divisez par 2. Encore, vous la divisez par 2, vous la divisez par 2. Vous allez faire comme les ondelettes. Vous allez trouver une petite imagette où vous pourrez détecter les déplacements beaucoup plus importants. Alors lui, comment qu'il fait? Comment il détecte? Donc la méthode s'appelle optical, on va la voir. Ça s'appelle Fahrenbach méthode, donc c'est optical flow Fahrenbach. Vous l'allez trouver sur OpenCV. Et quand vous visualisez l'image, au lieu de visualiser les déplacements, ici par exemple on visualise les déplacements. C'est ça les déplacements en X, en Y, en trace un trait. Au lieu de le faire, en fait, qu'est-ce il fait par affichage? Il calcule, il vous montre ce déplacement, mais comment? Il joue sur les couleurs. Donc plus la couleur, plus le déplacement est important, plus la couleur est importante. Et il essaie de donner, des couleurs au déplacement. Tout ce qui est en rouge ici, ça veut dire que ces personnes se déplacent dans le même sens. Tout ce qui est en bleu, ça veut dire que ces déplacements se déplacent dans le même sens. Alors comment qu'il fait ça? Je vais vous l'expliquer sur le programme maintenant. D'abord, on va fermer toutes les fenêtres qu'on avait auparavant. On va mettre tout ça en commentaire pour ne pas se mélanger les pinceaux. Ça, c'est le programme qu'on avait vu tout à l'heure. N'oubliez pas qu'une fois que vous faites toujours vidéo release, destroy all windows. Ça vous permet juste de libérer toutes les fenêtres. Je mets tout ça en commentaire. Et cette fois-ci, je vais décommenter ça. Tout ça, c'est des programmes que j'ai trouvé, que j'ai dû modifier. J'ai modifié certaines choses. Mais la méthode, déjà dans OpenCV, il vous donne déjà un exemple. C'est pour ça que vous voyez ici, je ne vous ai pas mis de lien, parce que c'est l'exemple que donne OpenCV. Bien. Alors, ça, à la limite, je n'en ai pas besoin. Étape 1, si vous voyez ici,
C'est toujours la même chose. Je vais juste le tester pour plus de différentes vidéos. Étape 1, qu'est-ce qu'on fait? On met un pointeur sur la vidéo qu'on veut lire. Étape 2, tout à l'heure elle s'appelait vidéo, là elle s'appelait capture. Donc, étape 2, on lit la première frame. Étape 2, si vous remarquez, on n'a pas travaillé du tout sur les images couleurs. On transforme cette frame, on transforme notre frame en niveau de gris. Donc, et je l'appelle previous. Pourquoi previous? Parce que je vais comparer à chaque fois la current frame à celle qui vient avant. Comme la première, c'est la première, au lieu de l'appeler initiale, je l'ai appelée previous. D'accord? Encore une fois, c'est un programme que j'ai trouvé. Encore une fois, je n'ai pas mis le lien parce que c'est le même qu'on trouve un peu partout. Alors, juste je remets ma tablette. Donc ici, regardez. Je lis la frame, je la transforme au niveau de gris. Je crée une fenêtre. Alors ça, j'ai trouvé, ça c'est une fonction que je ne connaissais pas. Rappelez-vous, la dernière fois, j'ai découvert quand même pas mal, grâce à ce cours, j'ai découvert énormément de fonctions Python que je ne connaissais pas. Rappelez-vous la dernière fois, quand je voulais créer une image de la même taille que l'image, j'étais obligée d'écrire LCD shape et je mettais np.empty LCD. Eh bien, il a une fonction qui s'appelle np0like. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? np0like, elle vous crée une image qui a exactement les mêmes caractéristiques que l'image et elle met des zéros. Vous n'avez pas besoin d'écrire LP, LCP, lire les lignes, les colonnes, trouver la dimension et créer quelque chose qui a les mêmes dimensions. Là, c'est lui qui le fait. Il lit les dimensions et il vous les met. Et pourtant, il existe dans NumPy, mais je ne la connaissais pas. Alors, regardez ce qu'on a fait ici. Donc, on est en train de créer un masque, quelque chose qui a la même taille que First Frame. Donc, c'est une image. Donc, ce n'est pas une image au niveau de gris, puisque First Frame, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient votre image RGB. Previous Gray, c'est l'image, l'image RGB dont on a pris l'image au niveau de gris. Ça reste une composition colorée, parce qu'on fait, appelez-vous 0,6 fois R plus 0,2 fois... ça sera 5 fois R. Je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a une formule. Je ne me rappelle pas des chiffres. Donc, je prends l'image qui est en couleur et je crée quelque chose qui a la même taille. Je vais l'exécuter juste pour vous montrer avec l'explorateur de variables. Après, on ira. Juste pour vous montrer masque ici. Où est-ce qu'il est masque? Alors, explorateur de variables. Est-ce que je l'ai exécuté? Oui, il est en train de s'exécuter. Je vais juste l'arrêter pour vous montrer comment qu'elle fonctionne. Alors, où est-ce qu'il est masque? Masque, le voici. Où est-ce qu'elle est first frame? First frame. Ah oui. Alors, regardez, parce que tout à l'heure, j'avais appelé first frame en minuscule et j'ai mis, quand vous tournez un nouveau programme, effacez toujours vos variables pour ne pas confondre, parce que tout à l'heure, j'avais first frame avec F majuscule. Le voici. Et là, j'ai mis first frame avec F minuscule. Je préfère, pour éviter tout risque et me mettre à comparer mes variables, je vais quand même quitter ici, juste pour vous montrer. Donc, une fois que j'ai effacé, j'ai un seul first frame. Alors, l'image, elle contient 1080 colonnes, 1080 lignes, 1920 colonnes, c'est une image RGB. Si je regarde masque, regardez. Et maintenant, bien sûr, j'ai mis des zéros tout à l'heure, mais ici, parce que bon, masque va changer là, c'est pour ça que vous avez des valeurs. Donc, il a exactement la même taille que first frame. Donc, encore une fois, pour le moment, il n'y a rien. On lui a dit while cable is opened. Ça veut dire c'est comme si vous lui disiez while true. Qu'est-ce qu'il fait? Donc tant que la vidéo n'a pas été fermée, parce que je peux la fermer en mettant quitte. Donc tant que la vidéo, le pointeur sur la vidéo n'est pas fermé, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les frames. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je veux qu'il me les dessine. Moi, je voulais la voir la frame. Donc je voulais voir une vidéo. Je veux voir la vidéo cette vidéo en couleur. Et qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le fameux flow optique en utilisant la méthode de Fahrenbach. Pour le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez flow égale CV calcul optical flow Fahrenbach. De quoi il a besoin? Alors, lui, quand il calcule ce flow, je vous l'avais montré tout à l'heure. Je reviens ici pour vous le remontrer. Quand on calcule le flow je trouve pas, j'arrive pas à l'expliquer. De quoi ai-je besoin? De quoi j'aurai besoin? Ben, j'ai besoin de frame 1, frame 2, de frame 2, frame 3. Il va calculer ce vecteur. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qu'il a comme entrée? Ben, previous gray. Qu'est-ce que c'est que previous gray? L'image d'avant. Qu'est-ce que c'est qu'au départ l'image d'avant? C'est une image initiale.
Et qu'est-ce que c'est que c'est l'image qui vient de lire, puisque c'est écrit ici. Il a lu la frame, il l'a transformée au niveau de gris. Donc il a la première frame en niveau de gris, il a la deuxième frame en niveau de gris. Lui, quand il calcule, il utilise justement cette fameuse construction pyramidale. Alors, ce que vous devez lui donner, ici 0,5 veut dire que entre chaque niveau de pyramide, il décime l'image par 2. Donc, c'est pour ça que c'est écrit 0,5. Ici, ce que vous avez comme 3, c'est le niveau de pyramide, c'est-à-dire combien comme lorsqu'on décompose l'endette, c'est aussi une décomposition pyramidale. J'ai dit enfin, pourquoi pyramide? Parce que l'image est de plus en plus petite. Donc, ici, c'est le niveau. Ça, c'est la taille de la fenêtre. Alors, qu'est-ce que c'est que 3, 5, 1, 2? Je vous ai mis ici, parce que comme je ne peux pas m'en rappeler, je vous ai mis ici à chaque fois tous les paramètres qu'on va utiliser. Je vous ai mis ce que c'était ici pour cette méthode de Fahrenbach. Et vous dites, donc, vous devez lui donner la première image en niveau de gris. Et vous mixez 8 bits en niveau de gris, la deuxième image. Et vous lui donnez le flow. C'est une, je peux lui dire, si vous rajoutez ça pour lui dire que ça a la même taille que l'image, vous lui donnez l'échelle de la pyramide, vous lui donnez l'échelle, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous divisez par 2, ça veut dire que c'est une pyramide classique où chaque niveau, twice smaller, 2 fois plus petit que les niveaux précédents. Vous lui donnez, alors, pyramide scale, ça c'est bon, on l'a vu, les nombres des niveaux de la pyramide, ça c'est la taille de la fenêtre sur laquelle il fait un moyen-âge. Donc, ah oui, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Il moyenne la fenêtre pour augmenter la robustesse de l'image au bruit. C'est le fameux filtre moyennant de tout à l'heure. Donc, avant de faire son calcul, il va moyenner pour éliminer le bruit. Donc, en fait, il va faire cette opération qu'on faisait tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Gaussian blur. Et je crois que même c'est une gaussienne qu'il utilise. Alors, je vérifie juste là. Alors, il ne précise pas, mais je pense que c'est une gaussienne. Alors, le nombre d'itérations qu'il utilise dans chaque pyramide, parce que c'est un algorithme, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, il minimise sur une fenêtre 3-3. Il essaie, par la méthode des moindres carrés, on va essayer de minimiser l'erreur pour trouver le déplacement en X et en Y. Alors ici, lui, quand il fait ça, il utilise, bon c'est un peu plus compliqué, il utilise un polynôme gaussien pour calculer, pour essayer de trouver le mouvement en X, en Y, il utilise un polynôme, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je ne vous ai pas mis les valeurs. Donc voici vos paramètres qui ont été donc là pour décimer par 2, là c'est pour le niveau de pyramide, là c'est le nombre les éléments de la fenêtre sur laquelle il va faire un moyen-âge, donc plus vous allez augmenter, ça va être robuste au bruit. Et les autres paramètres dont on a parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Flow? On retrouve les déplacements. Je vais le faire maintenant. Je vais exécuter. J'ai exécuté déjà le programme. Regardez ce que vous trouvez dans Flow. Vous trouvez vos déplacements en X, en Y pour tous les pixels d'une image. Regardez, 1080, je vous ai dit, ça s'appelle Dense Flow Optique. Donc là, il cherche tous les déplacements de tous les pixels. Donc forcément, les déplacements pour chaque pixel. Si je regarde ici, je vais aller à 1. Vous trouvez, donc pour le premier pixel, il a estimé le déplacement en X et le déplacement en Y. Donc ce que j'ai dans Flow, c'est un vecteur qui correspond à ce que je vous avais montré ici, le déplacement en X et en Y. Maintenant, je peux le visualiser tel qu'il est. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait dans ce programme-là, tel que je l'ai trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de voir ce déplacement en termes de vecteur, je vais le voir en termes de quantité de déplacement et l'angle de déplacement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend Flow. Donc vous avez X et Y. On traduit ça, on passe des coordonnées cartésiennes à des coordonnées polaires. Quand vous passez de coordonnées cartésiennes à des polaires, qu'est-ce que vous récupérez? Rappelez-vous, vous allez faire la racine carrée du déplacement et vous allez calculer arc tangent du déplacement. Donc qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez une amplitude et un angle. Donc, je vais récupérer l'amplitude des déplacements, de combien ça s'est déplacé, et je vais retrouver l'angle du déplacement. Et qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, alors au départ, cette image Mars, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis, ça aussi j'ai appris, je ne savais pas qu'on pouvait mettre 2 points, virgule 1, ça veut dire que ça veut dire tout. Ça veut dire en X, en Y, et tu prends la dernière dimension, il l'a mise à 255. En fait, l'image masque, c'est une image HSV. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la dimension 1, qu'est-ce qu'on a mis dans 1? On a mis 255. Rappelez-vous, H, S, V. Ça veut dire que la saturation, il date de 255. Que représentait la saturation? C'était la quantité de lumière. Donc ici, tout est clair. Toutes les images
100 à 255. Et qu'est-ce qu'on a fait? En H, dans H, qui est la couleur, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'angle, on l'a multiplié par 180, divisé par pi, divisé par 2. Pourquoi? Donc, on l'a traduit, on a fait une règle de 3. Donc, le degré, parce que lui, il va vous le donner en radian. On a divisé par pi, on l'a transformé en une valeur de angle fois 0 fois 180. Donc, on a fait une règle de 3. Quand vous faites la règle de 3, il va vous donner quelque chose à 360 degrés. Mais nous, quand on visualise de 0 à 255. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prend 360, on divise encore par 2. Donc, vous aurez quelque chose entre 0 et 179. On va vérifier. Et ici, dans masque 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'amplitude, mais avant de la prendre, on l'a normalisée. Pourquoi? Pour la garder aussi entre 0 et 255. Je vais ouvrir devant vous masque. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit que toutes les valeurs, donc encore une fois, c'est la taille de l'image. Toutes les valeurs, toutes les saturations sont à 255. Toutes les saturations sont à 255. On va essayer de lire une des images. Alors, on va lire, je vais pas lire, je vais lire masque. Donc, je vais lire, c'est-à-dire la visualiser sous forme d'image. Donc, dans la première dimension, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'angle. Toutes les valeurs que vous trouvez ici, il n'y en a aucune qui va dépasser 179. Elles sont toutes entre 0, regardez, 175, parce que c'est l'angle. Si je lis l'image 2, elles sont toutes à 255, c'est la saturation. Et si je lis maintenant V, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'amplitude du mouvement. Donc, je vais la mettre, la troisième, 0, 1, 2 et 3. Ça, c'est l'amplitude du mouvement. La valeur est importante et on la normalise entre 0 et 255. Donc, vous ne risquez pas de trouver une valeur plus grande que 255. Plus la valeur est importante, plus le mouvement est important. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a déterminé l'image HSV, on est passé à une image RGB. On l'a convertie en une image RGB. Et on l'a affichée. Donc, j'ai la première image. C'est processed vidéo. Donc, c'est les vidéos que je suis en train de lire. Ça, c'est le flow optique. Et il me show ici, c'est frame. Alors, est-ce que j'ai touché à frame en quelque chose? Je vérifie pourquoi. Je l'ai 2 fois. Alors, pour moi, je vérifie pourquoi j'ai cette image 2 fois. C'est Processed Image with Optical Flow. Donc, ça veut dire que j'ai dû lui superposer quelque chose. Je vérifie ici. Est-ce que j'ai touché à frame? J'ai mis frame égale quelque chose. Ben, je vérifie que non. Pour moi, il y a une image en plus. Mais je vais vérifier quand je vais exécuter le programme. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, puisqu'on a traduit cette image en RGB. Donc, on va voir chaque direction va avoir une couleur. Donc, tous les objets qui bougent dans la même direction auront la même couleur. Et plus l'objet va bouger, c'est beaucoup déplacé. Si c'est beaucoup déplacé, c'est qu'il a bougé rapidement. Je vais le voir dans une couleur, mais avec une couleur beaucoup plus importante. On va exécuter le programme et voir. Il me semble qu'il y a... Ah oui, j'ai oublié. Je voulais attirer votre attention à chaque fois. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait à la fin du programme? On met previous gré égale gré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette image que je suis en train de traiter, ce sera elle qui va, à la fin du programme, elle va devenir la nouvelle précédente pour lire une nouvelle. C'est-à-dire à chaque fois l'image que je suis en train de lire, elle va devenir elle l'ancienne pour qu'il traite les images frame par frame, pas comme tout à l'heure. Donc, on exécute un programme. Ben, il me semble qu'il y a une image en plus, mais on va le vérifier. Donc, ça, c'est l'image qui est traitée. Et voici l'image. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que la direction, donc, il a mis tout ce qui était direction dans la même couleur. Et plus la couleur est éclatante, plus il y a eu un gros déplacement. Donc, ce que vous voyez ici, ça veut dire que cette voiture-là, elle est en train de se déplacer. Cette voiture-là, alors, elles sont toutes en vert. Si elles sont en vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est l'image qui est en train de se déplacer. Vous le voyez ici, je vais essayer de placer un pixel pour que vous voyez qu'il y a un déplacement. Vous le voyez, j'ai mis le pixel ici. Et regardez ce qui se passe. Comme celle-ci s'approche beaucoup de la caméra, donc on a le sentiment, elle se déplace toute à la même vitesse, mais elle occupe plus d'espace, donc elle est plus proche de la caméra, on a le sentiment qu'elle se déplace beaucoup plus rapidement. Comme c'est quelque chose qui prend du temps, et regardez ici, comme la caméra est en train de bouger malheureusement,
on a l'impression que le sol est en train de se déplacer, alors que ce n'est pas vrai. C'est parce que la caméra, il bouge. Mais n'empêche que les vrais objets apparaissent dans une couleur beaucoup plus forte. On voit la moto ici, on voit la voiture. Alors, je vais juste jouer sur certains paramètres. Ou bien carrément tester une autre image pour vous montrer le déplacement. Justement, je vais utiliser l'image de Shibuya. Alors, celle-ci, je l'avais trouvée dans un programme. Je l'ai malheureusement cherchée. Et je vais l'exécuter parce que vous avez des personnes qui traversent. Et ces personnes-là qui traversent, elles ne traversent pas dans la même direction. On va l'exécuter pour que vous voyez. Et je disais, il y a deux programmes. Il y a un truc juste qui me gêne. Process de vidéo, process d'un seul optical flow. Il y a quelque chose qui me gêne. Pour moi, il y a quelque chose en plus. Attendez, je vais mettre celle-là en commentaire parce que je ne vois vraiment pas. J'ai besoin de deux images. Parfois, je détecte les erreurs quand je suis avec vous. Alors, regardez. Enfin, c'est des personnes qui traversent. On va essayer de suivre le mouvement. Les gens qui traversent dans le même sens. Regardez, c'est rouge. Ces personnes-là traversent dans le même sens. C'est bleu. Parce que lui, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenu compte de la direction pour donner H. On a donné à H SV. On a donné à H une couleur différente suivant la direction. Donc, les gens qui traversent dans la même direction, regardez, ils sont en bleu. Les gens qui traversent dans cette direction, la même, ils sont en rouge. Vous avez cet individu-là qui traverse dans une direction différente. Il devrait être dans une couleur différente. Oui, parce que oui, je vais vous dire pourquoi ça c'est en rouge. Parce que les mains, elles sont en train de faire ça. Donc, il détecte ce déplacement comme ça. Parce que les mains bougent dans le même sens pour lui. Parce qu'il y a un mouvement dans le sens horizontal et vertical. Donc, il détecte ça. C'est pour ça que vous avez... Et vous avez les individus. Si je veux maintenant avoir une détection beaucoup plus grossière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la taille de la fenêtre. Regardez, je vais mettre quitter. Là, on commence à voir les gens qui ne bougent pas dans la même direction. Regardez, cette personne-là, j'essaie de retrouver. Et bien sûr, on commence à voir ce qu'on appelle les problèmes d'occlusion. Vous pouvez suivre un individu, mais dès qu'il passe derrière une autre personne, vous ne le verrez plus. C'est vraiment un truc compliqué à détecter. Je vais jouer juste sur quelques paramètres pour vous montrer leur rôle. Alors, je vais jouer sur la fenêtre. Je vais prendre une fenêtre plus grande. Et je vais voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il y avait vraiment une image en plus. Regardez. Quand vous prenez une image beaucoup plus grande, donc lui, quand il va détecter cet individu-là, voilà. Mais le risque qui peut se poser, c'est quoi? C'est quand vous avez deux individus côte à côte, il va les détecter comme étant une personne unique. Alors après, ça dépend de l'objet, de ce que vous êtes en train de faire. Je vais l'exécuter encore en changeant d'image. Oui, je dois mettre quitter, sinon ça ne marche pas. Donc j'appuie sur Q. Je vais le tester sur une autre image pour vous le montrer. Moi, je ne les ai pas toutes prises. Je vais prendre l'image de... Il y avait une image, celle de Kiev. Sur celle-ci, on voit des camions. Je vais juste mettre celle-ci en commentaire. Je trouve, voilà, vraiment, j'aurais dû peut-être prendre cet exemple-là. Vous avez donc des voitures qui vont dans un sens. Et là aussi, regardez, ici, vous avez quelque chose qui bouge. Vous avez le placard publicitaire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous aurez aussi, il va détecter un objet ici. Je reviens juste dessus. Voilà. J'essaie de le ramener. Bon, c'est gênant. Est-ce que je peux faire... je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour les montrer en même temps? J'aurais dû mettre les size images. L'essentiel, vous voyez que les voitures et les camions qui arrivent sont dans cette couleur. Ah oui, je vais juste ramener ça ici pour vous montrer que le truc publicitaire, à un moment donné, il va bouger. L'essentiel, je suppose que ça c'est le camion. Donc on voit les voitures qui sont en train de... Oui, j'ai pris une fenêtre assez grande. Je peux mettre une fenêtre plus petite. Vous voyez donc les objets qui sont en train de bouger. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être basculer entre les deux. Attendez. Alors, est-ce que je peux faire ça? Et regardez, je reviens sur l'image juste pour vous montrer quelque chose. Il voit les objets les plus grossiers. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris une fenêtre qui est grande. Si je veux voir tous ces petits-là,
Je vais mettre d'abord quitter. Pourquoi vous voyez ça? C'est parce que l'image est très grande. Tout à l'heure, c'était 1000. Cette image est très très grande. Je vais vous donner sa taille. Alors, je vais aller à cap. Regardez. La taille est très très grande. Je vais juste fermer l'explorateur parce que ça ne peut pas être la même image. Kiev. Alors, non, c'est parce qu'il est en train de m'indiquer c'est de tout à l'heure. Je vais réexécuter. Ah, avant de réexécuter, je voulais vous montrer. Jouer juste sur la taille des objets. Je vais mettre 10 ici. Et alors, la taille de l'image, elle est de combien ici? 1080-920. Ah, oui. Pourquoi 1080-920? C'est parce que moi, j'ai joué sur la fenêtre. J'ai rajouté une instruction ici. Je vais vous la montrer. Est-ce que je l'ai rajouté ici avec Windows? Non, c'est pas celle-là. Non, je n'étais pas ici. Je l'ai rajouté dans le deuxième programme. Désolée. Je vais juste vous montrer quelque chose ici. Alors, je vais réexécuter mon programme. Et alors, j'ai pris une taille plus petite. On va juste voir s'il détecte les petites voitures. Mais je n'ai pas mis de comparaison. Alors, encore une fois. Donc, la couleur, c'est pour la direction. Et là, c'est pour la quantité de déplacement. Je m'attendais à voir un peu plus. Je ne les vois pas vraiment. Ou alors, c'est la quantité d'éclairage. Je vois des petits objets ici. Pas vraiment. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur des exemples là, mais vous l'avez vu avec l'image où les gens qui étaient en train de traverser, on voyait les objets. Il faudrait que j'exécute et je vérifie sur par rapport au rôle de cette fenêtre. Je vais essayer de l'augmenter plus petit encore. Et je vais voir ce que ça donne. Je suppose que j'espère que je suis en train de bouger de modifier le bon paramètre. Parce que j'espère à chaque fois avoir un peu plus. Là, voici. Là, encore une fois, vous avez... Alors, en prenant 5, alors, je vois même... qu'est-ce que c'est que ça? On va le vérifier. Encore une fois, vous avez une caméra qui bouge parce qu'on arrive même à voir la séparation entre les voitures. Donc, encore une fois, c'est une question de compromis. À vous de voir, qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous cherchez? Parce que là, c'est-à-dire même le matricule de la voiture, il l'a détecté comme étant un petit objet. Regardez ici. Il m'a détecté le matricule de l'objet, ou peut-être il m'a... Bon, je vais le réexécuter juste pour vérifier quelque chose, pour voir ce qu'il a détecté. Il faudrait que je puisse les mettre côte à côte, mais je sais pas, j'arrive pas à le faire. Comment modifier l'objet? Ah oui, oui, vraiment, il détecte les petites choses ici. Peut-être que j'avais besoin juste d'avoir quelque chose de plus grossier. Je vais jouer sur 50, je vais voir ce que ça me donne. Ça, c'est vrai que j'ai pas testé avant. Je l'ai testé sur une seule image. Ah, je pouvais faire ça. J'ai pas réfléchi à ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il me détecte ici? Il me détecte certaines voitures, mais pas toutes. Parce que j'ai pris un objet beaucoup plus grand. Je joue sur ça. Je vois qu'il me détecte que uniquement les objets dont la taille est vraiment... qui sont là sur la plus grande fenêtre. Voilà. Voilà pour cette méthode. Bon, encore à essayer et à affiner. Je ne dis pas que j'ai saisi enfin, tout le principe de chaque méthode. Je vais vous montrer une dernière méthode. Ici. Alors, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on veut détecter juste pour certains points. Et c'est quoi ces certains points? C'est les points, c'est comme le SIFT. On veut détecter autour des points proéminents. Alors, c'est quoi des points proéminents? Ça peut être, c'est des coins. Alors, en fait, et ça, c'est basé sur le détecteur de Shin Otomasi, qui est juste une version modifiée du détecteur de Harris. Sur le détecteur de Harris, on calcule la somme alors le détecteur de Harris, on calcule la trace. Sur celui-ci, on prend, je crois, le minimum des deux valeurs propres de la matrice Hessian. C'est pratiquement le même principe. Juste pour vous, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? On veut pas traquer tous les points de l'image, on veut juste traquer des points qui sont en coin, qui sont des points spéciaux. Alors, idem,
quand vous allez voir ce programme, c'est la même chose. Donc, c'est toujours une fenêtre autour du point. Il y a toujours une construction pyramidale. Ce que je vais vous montrer, donc je vous ai montré Fenerbahçe, je vais vous montrer aussi la pyramide, Sparse pyramide de Lucas Canadé. Mais il y en a plein d'autres. Nous, je voulais juste voir comment fonctionnaient ces descripteurs et vous les expliquer globalement. Donc, on va exécuter cette fois-ci cette partie de programme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tests à faire, mais bon. J'aurais aimé approfondir ce côté-là. Je n'ai pas pensé à tester. Je me suis plus concentrée sur la différenciation. Bon, si je trouve des éléments de réponse par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, je vous les donnerai ou je les mettrai sur la vidéo. Donc, regardez encore une fois. C'est le même programme. On lit, donc, je pointe, je lis la vidéo, puis je la lis frame par frame. Ici, j'ai juste choisi des couleurs. Donc, quand vous mettez, donc c'est BGR, j'ai choisi une couleur verte pour suivre le mouvement et j'ai choisi une deuxième couleur BGR. Donc, j'ai choisi le rouge pour dessiner un cercle sur l'objet. Je voulais voir l'objet qu'il est en train de suivre. Donc ça, c'est juste pour définir une couleur. Ça, le vert, ça, c'est le rouge. Donc, il lit la première frame, il la transforme au niveau de gris. Et ici, vous avez deux instructions. En fait, on utilise un descripteur qui s'appelle Good Features, Good Features to Track. Alors, ce features-là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le détecteur de coins de Harris. Il a besoin d'un certain nombre de paramètres. Alors, c'est quoi ces paramètres? Vous devez lui dire combien de détecteurs vous voulez faire. Là, par exemple, je veux détecter 200 détecteurs. J'en veux 200. Lui, comment qu'il fait? En lui disant 200, il ne prend pas les premiers 200. Il les prend et il va les trier et il va prendre les 200 les plus importants. Qualité level ici, en fait, chaque fois qu'il détecte un détecteur, il lui donne un score de niveau. Et là, c'est un seuillage. Je lui dis, par exemple, il a donné un score de 100. Je lui dis, tous ceux qui sont supérieurs à un score de 30, ne les prends pas. Ça, c'est un seuillage. Là, ce que je fixe, c'est la distance minimum entre deux détecteurs. Ça, c'est la fenêtre sur laquelle il va détecter le détecteur. Donc là, je suis en train de lui dire, tu prends les 200 détecteurs les plus importants. Et puis ceux dont la qualité est plus petite que 30% de celui qui a la meilleure qualité, ne le prend pas. La même chose, compte donc ça, c'est les critères qu'il va utiliser. Il va les mettre ici. Vous mettez étoile, étoile, feature, paramètre, il va utiliser. On va aussi jouer sur ces détecteurs tout à l'heure. On va les augmenter, on va les diminuer. On va prendre des détecteurs d'un bon niveau. Ensuite, ici, il va utiliser, donc, c'est comme tout à l'heure, donc, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il y a des vidéos, tant que vous n'avez pas appuyé sur Quit ou qu'il y a des vidéos, il lit la frame, il la transforme au niveau de gris, il détecte un détecteur, il détecte le point clé, pas un détecteur, hein, il détecte ses points clés, c'est-à-dire il va trouver la position des éléments les plus importants. Donc, ces positions, c'est cela qu'il va suivre. Donc, il va utiliser la fonction qui calcule le flow optique. Elle s'appelle Calcul Optical Flow. Pyramide, c'est comment je vous les ai appelés, Lucas Canadé. Donc c'est une fonction définie dans OpenCV. De quoi elle a besoin? Comme tout à l'heure, elle nécessite l'image précédente, elle nécessite l'image courante, mais elle nécessite les points pour lesquels vous voulez faire le tracking, puisqu'on a dit c'est du sparse dense flow. Donc ça veut dire cette fois-ci maintenant, je suis obligée de lui dire voilà les points que tu vas traquer. C'est quoi ces points-là? Ces points donc, que j'aurais calculés auparavant. Les voici. Ils sont écrits dans Prev. Donc il va mettre tous les points, good feature to track. Quels sont ces points que tu veux poursuivre? Donc ils sont dans Prev. C'est pour ça que quand vous comparez par rapport à tout à l'heure, il avait juste besoin de l'image précédente, de l'image courante et de certains paramètres de la technique. J'ai dit le nombre de pyramides, comment vous voulez décimer, la taille de la fenêtre. Et bien pareil ici. De quoi il a besoin? Qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite l'image précédente, l'image courante, les points que vous voulez suivre et les paramètres. Les paramètres, on les a définis ici. Donc la taille de la recherche sur la fenêtre, le niveau de la pyramide, il a été pris à 2 et vous avez bien sûr comment on minimise un critère d'arrêt. Il utilise la méthode des moindres carrés. La méthode de Lucas Canadé, c'est ce qu'elle fait. Elle utilise la méthode des moindres carrés pour minimiser l'erreur, trouver les distances en minimisant l'erreur sur une fenêtre. Cette fenêtre a été prise 15-15. Donc, il a un critère d'arrêt, donc soit il arrive à 10,
soit il n'y a plus de changement, des changements inférieurs à 0,03, comme on l'avait fait pour le Camis. Donc l'erreur, elle doit être plus petite que 0,03, ou bien il a utilisé la méthode des moindres carrés sur 10 itérations. Qu'est-ce qu'il rend comme cette fois-ci que ce vecteur? Il vous rend les prochains points, puisque vous traquez des points. Donc il doit vous rendre la position de ces points. Donc nous, on est en train de traquer des points. Donc j'ai besoin de connaître la nouvelle position dans le nouvel frame. Il vous rajoute une fonction qui s'appelle status. Qu'est-ce qu'elle fait status? En fait, ce point, il se peut qu'il ne le trouve pas. Imaginons que vous êtes sur le point qui est sorti de l'image. Il ne va pas le trouver. Donc, sa status, elle est soit à 1 à 0. Si elle est à 1, ça veut dire que ce point-là, il l'a trouvé. Si elle est à 0, ça veut dire que ce point, il ne l'a pas trouvé. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, good old, les bons points, c'est quoi? C'est ceux qui sont à 1, dans l'état est à 1. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas lier un point avec aucun point. Donc, soit ce point, il existait dans l'image précédente, il existe dans la nouvelle, c'est OK. C'est pour ça que vous avez égal 1 ici. Donc, je cherche les points qui existaient dans la précédente frame et qui existent dans la nouvelle frame. C'est ceux-là que je vais prendre. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai des points dans l'ancien frame et la nouvelle. Eh bien, il faut que je trace une droite entre eux. Comment je vais tracer une droite entre eux? Je vais récupérer pour chacun des points. Déjà, je vais vous les montrer good old. Et alors, je vais rentrer dans good old. Je ne peux pas rentrer parce que je ne les ai pas encore exécutés. Donc, je vais d'abord effacer toutes les variables pour éviter les risques d'erreur. Il est toujours en train de fonctionner. Vous voyez comme c'est lent. Vous avez une construction d'une pyramide. Le programme de tout à l'heure est toujours en train de fonctionner. Donc, j'appuie sur Q pour quitter. Maintenant, il m'a effacé les variables. Je vais exécuter mon programme. Regardez comment il fonctionne. Ce que j'ai mis en rang rouge, c'est le point. Et qu'est-ce qu'il a pris comme point clé? C'est des points qui sont des coins. Regardez, ici, vous avez un coin. Il y a eu un changement de contour. Donc, le point est en rouge. Il me trace le lien entre la première position à chaque fois et la seconde. Avec la seconde frame, il va tracer la position entre la deuxième et la troisième et quatrième. Je me retrouve donc avec des trajectoires. Pour vous montrer comment il le fait, parce que le programme, la partie de programme, c'est celle-là. C'est donc de trouver les bons points et puis de traquer ces bons points. Ici, c'est juste un tracé. Comment il fait le tracé? Pour chacun de ces points-là, il récupère AD, qu'est-ce qu'il dans A et B? Il récupère les coordonnées du nouveau point. Dans C et D, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère les anciens points. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tracer une ligne. Quand vous voulez tracer une ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez les coordonnées du point, l'origine, et les coordonnées du point final. Et là, j'ai choisi une couleur. Moi, j'ai choisi la couleur 2 pour tracer. Couleur 1, c'est du vert. Et là, c'est l'épaisseur du trait. Donc, j'ai mis 2. Si je mets par exemple 3, il va me donner un point beaucoup plus épais. Je l'espère. Et j'espère que ça se passe comme ça. Oui, 2 pour thickness. La même chose pour tracer votre cercle. Vous devez lui donner. Donc, on a pris une épaisseur moins 1. Alors, je ne sais pas à quoi elle correspond. Je vais changer 2. Je vais mettre 1. Il va me le donner en rouge. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, et je lui ai donné le rayon du cercle. Il va me tracer un cercle qui a un rayon de 5 pixels. Donc, tout ça, c'est des artifices. C'est juste pour lier les points. Je vais vous les montrer. J'ai dit les points. L'explorateur, il est en train de s'exécuter. On va mettre quitter. On va récupérer good old et new old. Vous allez juste trouver des coordonnées des points. Les coordonnées, mais quelles coordonnées? Je ne cherche pas tous les points de l'image, juste les points que je lui ai donnés. Donc, on regarde good old. Alors, on va les afficher côte à côte. Good new. Alors, regardez, il vous dit que le premier point, il était à 949,210. Après la frame, il y a eu un déplacement dans le sens des X. Il est passé à 947. Ici, vous avez ce point, il était à la position 1084. Il est passé à la position 1083. Donc, il est positionné dans l'image. Et pareil, donc ça bouge d'un pixel, 1081, 1080. Mais il se pourrait qu'il y ait des pixels, ceux qui sont très proches de la caméra, il se pourrait qu'il ait bougé de 2 pixels. Donc là, vous avez un déplacement dans le sens des X. Pour certains, par exemple celui-là, regardez 4, il y a eu un déplacement dans le sens des X, il y a eu aussi un déplacement dans le sens des Y. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé uniquement les points
qui correspondent. Et lui, quand on lui a fait line, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une ligne entre le point 949-210 et le point 949-210. Il a tracé une ligne. Et autour de ce point good new, il m'a tracé un cercle. Voilà comment que ça se passe. Donc encore une fois, c'est juste des artifices. Si vous regardez à la fin du programme, qu'est-ce qu'il faut? Ces nouveaux points qu'on a appelés good new, qu'est-ce qu'il faut qu'ils deviennent? Avant la nouvelle frame, il faut qu'ils deviennent eux-mêmes previous, puisqu'ils doivent devenir chaque fois que je détecte un point, avant la nouvelle frame, ça devient l'ancien point. C'est pour ça que vous avez ici, regardez. Alors ici, je vous ai dit, c'est des artifices. Donc ici, on a mis dans l'image masque, on a tracé une ligne. Ici, dans l'image frame, on a rajouté un cercle. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté frame et masque. Donc dans frame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre image, notre séquence d'images, à laquelle on avait rajouté un cercle, plus masque, donc à laquelle il va rajouter le ligne. Et ici, vous avez previous gray, c'est gray.copy, c'est-à-dire maintenant, l'ancienne image doit venir, la nouvelle image doit devenir ancienne, et les nouveaux points doivent devenir les anciens points. Ici, j'ai rajouté cette fonction named window. Pourquoi faire? Je l'ai rajouté juste parce que l'image était très grande, et c'est juste pour avoir une image qui fit la taille de votre écran. Tout le reste, tant que vous n'avez pas appuyé sur Quit, donc l'image reste 10 millisecondes, juste pour vous, pour que vous puissiez la voir, elle reste 10 millisecondes. Tout à l'heure, elle restait 1 milliseconde. Et si vous appuyez sur Quit et vous appuyez sur Q, il quitte. Qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais faire comme modification? D'abord, je vais prendre plus de points. Si je veux prendre plus de points, je vais mettre ici 500. J'ai dit, je vais prendre des points, même s'ils ont... Je vais prendre 500 points, mais je vais prendre ceux qui ont une meilleure qualité. Donc, je vais ajouter 0,5. Ça veut dire que ceux qui ont une qualité moindre de 50%, il ne va pas les prendre. Et je vais regarder ce que ça va me donner. Bien sûr, vous allez trouver que votre programme est beaucoup plus lent. Bon, je lui ai dit de rajouter 10 millisecondes. Je vais vérifier ça. Je vais enlever cette instruction. Cette histoire de 10, je vais mettre 1. Mais je pense que c'est le temps de traitement parce que je lui ai donné 500 points. Voilà, c'est le temps de traitement qui est en train de jouer. C'est pour ça que votre séquence est en train de bouger doucement. Parce que je lui ai donné 500 points, il me détecte plus de points ici. Est-ce que j'en ai besoin? Pas tant que ça. Regardez les points qu'il est en train de détecter ici. Je suppose que ces voitures-là, elles ne sont pas en train de bouger. C'est la caméra qui est en train de bouger. Alors vous avez l'impression que voilà, il m'a fait le tracking. Pour lui, enfin je suppose, hein, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que cette voiture ne bouge pas beaucoup. Vos motos, il est en train de les suivre. Bon, je vais quand même diminuer le nombre de points, juste pour avoir un tracking beaucoup plus rapide. Alors, où est-ce que je vais prendre 100 points ici? Je vais garder la qualité, il va m'en prendre moins. Pas vraiment le sentiment que c'est... Est-ce que c'est beaucoup plus rapide? À peine, hein? Non. La méthode quand même, elle prend du temps. Mais il est en train de suivre les objets. Donc pour lui, pour lui c'est un objet en train de le suivre. Il prend des points caractéristiques. Et vous avez à la fin la trajectoire de la voiture. Si vous regardez toutes celles qui suivent un même mouvement, regardez pour cette voiture-là, voilà, toutes les trajectoires sont parallèles. Si je vous avais montré celle des motos tout à l'heure. Regardez la trajectoire de la première moto, on va la suivre jusqu'au bout. N'empêche qu'il a pris donc quelques points qui sont placés sur un coin. Mais regardez, c'est gênant ici. Quand je l'ai fait, je vois que la moto ici, il ne m'a pas vraiment fait, il n'a pas considéré ça comme étant un point important. Donc il n'a pas trouvé un détecteur et il n'a pas vraiment fait la trajectoire de la moto. Donc, je vais reprendre les 300 points. Normalement, si vous n'avez pas de... Je peux jouer sur la taille des fenêtres aussi. Je vais vérifier quelque chose. Alors ça, je vais jouer sur ça. Je vais regarder ce que ça me donne. Est-ce que c'est beaucoup plus rapide? Est-ce qu'il va détecter moins d'objets? Je vais juste vérifier. Dans la taille de la fenêtre, c'est... À un moment, il devrait trouver des points beaucoup plus stables. Puisqu'il est en train de minimiser l'erreur par rapport à ce voisinage-là, je suppose. Mais encore une fois, c'est à vérifier.
je n'ai pas vraiment vérifié tous les paramètres, mais je vous les ai mis ici. Regardez. À chaque fois, à la fin du programme, je vous ai mis le rôle de chaque paramètre. Ici, donc c'est Previous Image, Previous Point, Size of the Search Window at each pyramid level. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la taille de la fenêtre de recherche, là où il recherche le prochain point. C'est-à-dire, s'il y a eu un gros déplacement, il va le trouver. Mais comme les déplacements sont très petits ici, je n'avais pas besoin. À la limite, je l'aurais même diminué. Je vais vérifier si je la diminue. Logiquement, je l'espère cette fois-ci, il devrait être un peu plus rapide. Il faudrait que j'estime le temps. Vraiment, je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'il est plus rapide? Il cherche le point autour d'une fenêtre 5,5. Il se pourrait qu'il en trouve beaucoup moins, parce que j'ai vraiment limité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le déplacement soit plus grand que 5 pixels. Voilà pour cette méthode. On peut approfondir. Ça reste encore une fois un module de découverte. J'ai essayé de vous donner, répondre à ces questions. Enfin, j'ai essayé de répondre surtout à celui qui avait conçu le programme. Donc, au final, alors, je vous ai mis ici tous les liens que j'ai trouvé intéressants avec des variantes de ces programmes-là. Le premier, j'ai trouvé dans Nano quelque chose, NanoNet. C'est là où j'ai trouvé le danse et le truc. Je n'ai apporté que quelques légères modifications. Normalement, là, il nous restait que cette partie-là. Descripteur de mouvement, on l'a fait. Et donc, normalement, notre cours, pas que notre cours et le module s'arrêtent ici. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour voir s'il y a des questions et j'y répondrai.